Le 6 août 2024 a eu lieu au Stade de France la course la plus folle de ces dernières années sur 1500 mètres et peut-être même de l'histoire. Jakob Ingebrigtsen, le roi du 1500 mètres, champion olympique, celui que tout le monde attendait sur la plus haute marche du podium, a terminé 4e dans une course dont l'issue a pris tout le monde par surprise. J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous partager mon analyse de cette course incroyable et je remercie aussi Sylvain, un coach Runwise, qui est une vraie machine de guerre sur le sujet et qui m'a beaucoup aidé lors de l'écriture de cette vidéo. Alors, participer à la finale olympique sur 1500 mètres, c'est déjà un exploit en soi. Il y a seulement 45 athlètes qui sont qualifiés pour les Jeux, ils doivent ensuite s'affronter à 2 reprises lors des séries et des demi-finales avant d'en découdre dans une ultime finale qui aligne les 12 meilleurs coureurs de 15 de la planète. Cette finale olympique était particulièrement relevée puisque 6 coureurs avaient un record sous les 3 minutes 30. Et je pense pas trop me mouiller en vous disant que Jakob Ingebrigtsen était le grand favori, champion olympique en titre, recordman d'Europe en 3 minutes 26, 73, 4e homme de l'histoire à passer sous les 3 minutes 27, bref, vous avez compris. Puis on avait le Britannique, Josh Kerr, champion du monde en titre, médaillé de bronze à Tokyo, c'est le rival annoncé de Jakob, du moins c'est l'histoire que les médias ont voulu raconter, et dans tout ce brouhaha médiatique se cachaient de solides concurrents dont on n'avait apparemment pas assez parlé. Cole Hauker, un pur produit du circuit universitaire américain NCAA, redouté pour son kick dévastateur depuis ses débuts, il a notamment gagné les trials américains et a couru 12 minutes 58 sur 5000 mètres en mai. Peu de gens en parlent et pourtant il est peut-être celui qui sait finir le plus fort. Le Kenyan Cheruiyot, qui revenait en super forme, qui avait fait 2e au jeu de Tokyo et est proche de battre Jakob à Oslo en mai, et Nuguse, un autre américain, un record en 3 minutes 29, lui aussi proche de Jakob en septembre 2023 quand ils ont couru 3 minutes 43 au mile. Je vous présenterai pas tous les coureurs de cette finale, mais gardez en tête qu'ils sont les meilleurs demi-fondeurs de la planète. Nils Laros par exemple est souvent présenté comme le nouvel Ingebrigtsen ou Nordas, le Norvégien, qui est maintenant entraîné par le père de Jakob. Contrairement aux idées reçues, Jakob ne court pas ses finales de 1500 mètres de la même manière qu'il court ses séries ou ses finales de 5000. Pendant les séries, on peut voir Jakob courir en queue de peloton, mais en finale c'est bien différent. Maintenant, laissez-moi vous raconter cette course de zinzin. Jakob prend la tête dès le départ, suivi de près par le Kenyan Komen. Le peloton s'étire en une belle ligne, ça veut dire que la course va être très rapide. Kerr se positionne en 3e place avec Cheruiyot à ses côtés. Passage au 400 en 54.8, autant vous dire que l'allure est quasiment suicidaire, on est sur des bases plus rapides que le record du monde d'Elguy Rouge, 26.3 km/h. Les places à l'avant n'ont pas changé, le peloton s'étire encore et on retrouve derrière Cheruiyot et les 3 Américains. Passage au 800 mètres en 1.51, soit un deuxième 400 mètres en 56. Komen n'arrive plus à suivre et se fait avaler par le peloton alors que Cheruiyot fait l'effort pour recoller à Jakob. Kerr suit, tout comme Nuguse et Hauker qui dépasse Kessler pour bien se placer. Komen est totalement à la dérive. Gourlay, Nordas, Arese et Nielsen ferment la marche. Après un passage en 2.19 au 1000 mètres, le peloton casse derrière Laros. Il ne reste plus que 7 coureurs capables de suivre ce rythme effréné. Jakob est toujours en tête, on se dit qu'il est en train de réaliser un exploit. Il passe en 2 minutes 47 au 1200 avec un dernier 400 mètres juste en dessous des 56 secondes. Une allure tellement rapide que Cheruiyot commence à faiblir. Du coup, Kerr dépasse Cheruiyot avant le 1300 mètres et Hauker en profite pour dépasser Nuguse et recoller les leaders. Vers 1300 mètres, Josh Kerr tente une attaque sur Jakob par l'extérieur, mais le Norvégien arrive à contrer cette première attaque. À 1400 mètres, on a Jakob, Kerr, Hauker, Nuguse, avec Hauker qui est bloqué dans le premier couloir. Dernier 100 mètres, on voit bien que Jakob frappe le mur. Il a probablement senti Josh Kerr qui revenait sur lui dans le deuxième couloir. Du coup, il se décale vers l'extérieur, sauf qu'en faisant ça, Jakob offre un boulevard à Hauker pour exécuter son kick dévastateur. Kerr passe à droite, Hauker à gauche, Nuguse remonte également et revient très fort. Hauker franchit la ligne d'arrivée et remporte cette finale. Résultat, Hauker 3 minutes 27.65, record personnel et record olympique. Kerr 3 minutes 27.79, record personnel et record national. Nuguse 3.27.80, record personnel. Jakob termine en 3 minutes 28. Fait intéressant, Hauker boucle le dernier 300 mètres en 39.6 secondes, 27.3 km/h. Ça ferait un 800 mètres en 1 minute 45, c'est complètement fou. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi Jakob a-t-il terminé 4e alors qu'il était le grand favori? Pour moi, la réponse est simple, sa stratégie a été mal exécutée et le niveau des compétiteurs dans cette finale était historique. Mais vous allez voir que les vraies raisons sont, je crois, un tout petit peu plus complexes que ça. Déjà, si on se met dans la tête de Jakob, il y a 2 choses à noter. 1. Il a, depuis son plus jeune âge, subi les exigences de son père qui prenait une mentalité de victoire absolue. Jakob, il refuse de se contenter d'une 2e ou une 3e place. Pour lui, c'est la médaille d'or ou rien, même si ça signifie prendre des risques considérables dès le départ.
Deuxième chose, Jacob a la frustration et la pression de 2022 et 2023, moment où il a perdu et a été beaucoup critiqué. Il veut donc remettre l'église au milieu du village en montrant que c'est lui le roi du 1500. Selon moi, Jacob avait deux options pour remporter cette course. Option 1, faire comme durant les séries, partir en queue de peloton et remonter le pack tranquillement. Ça lui permet de sauver son énergie et de kicker très fort dans le dernier 200 mètres. Le risque de cette stratégie, c'est que si la course est très lente, comme ça avait été le cas à Rio en 2016, ça veut dire qu'il y a plus de concurrents capables de kicker dans le dernier 200 mètres. Jacob, il a un bon kick, contrairement à ce que certains peuvent dire, mais c'est pas non plus sa plus grande force. Option 2, celle qu'il a choisie, partir sur des bases complètement folles, des bases du record du monde avec un premier 400 mètres en 54.8 et faire craquer tout le monde. C'est un peu la stratégie qu'avait utilisée Chariot au jeu de Tokyo en 2021. En fait, Jacob avait pris les devants durant le premier 400 mètres en 56 secondes, puis Chariot avait mené la majorité de la course avant de se faire kicker par Jacob dans les derniers 100 mètres. Il semblerait donc que la stratégie de Jacob, c'était de partir devant pour épuiser tous ses adversaires. D'ailleurs, je le précise, mais d'après mes recherches, je crois que jamais le premier 400 mètres d'une finale olympique n'avait été couru aussi vite. Toutefois, selon ses dires, Jacob n'avait pas prévu de partir aussi vite. Apparemment, il se sentait tellement bien qu'il aurait mal évalué son allure. Didn't go according to plan, but I felt very strong the first couple of laps, and that's why I had difficulty, telling the pace because it was quite fast. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que tout le monde attendait le combat ultime, Jacob versus Josh Kerr, et personne n'avait misé ni sur la première place de Hawker et encore moins sur la 4e place de Jacob. D'ailleurs, après la course, Josh Kerr a répondu à un journaliste qui lui demandait son avis sur la stratégie de Jacob. Yeah, if you're going out sub-world record pace without a pacemaker, I think is, it's a bold strategy. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment est-ce possible qu'un athlète du calibre de Jacob, un gars intelligent avec énormément d'expérience, ait pu faire une telle erreur d'exécution, qui plus est dans une finale olympique. Alors déjà, en tant que champion olympique, il devait défendre son titre, ce qui le mettait dans une situation difficile où il avait plus à perdre qu'à gagner. C'est extrêmement dur psychologiquement d'être l'homme à battre et malgré ses apparences souvent coquilles, très sûr de lui, voire arrogant, Jacob, ça reste un petit gars de 23 ans qui vient d'avoir un bébé, qui est en procès contre son père pour maltraitance et qui a vécu pas mal de pression médiatique avec le délire Jacob versus Josh Kerr, qui prenait d'ailleurs plus de place que la finale en elle-même. Tout cela montre que Jacob était certes en pleine forme physiquement, mais pas mentalement. Toute cette pression et peut-être la peur d'être battu et de ne pas pouvoir défendre son titre depuis que son père ne le coache plus, l'ont peut-être empêché d'être 100% lucide pour exécuter une stratégie de course parfaite. Pour gagner une finale olympique, ça prend vraiment d'aligner tous les astres, même pour Jacob, et là, visiblement, c'était pas le cas. D'ailleurs, Josh Kerr lui-même a admis que la tension entre eux était palpable et que cette rivalité aurait pu avoir un impact sur la ligne de départ. You and Jakob talk a good game. Is there real beef between the two of you? How do you feel about it? There actually is, yeah, no, there is. Spell the tea. No, I don't know how deep we can get into this. Et quand on réécoute attentivement l'entrevue post-course de Jacob, il dit ça. I had difficulty, telling the pace because it was quite fast, but it was difficult to, slow down and I kind of reduce myself a little bit, and I saw I was starting to get a little bit of gap, so kept on pushing, but it was just 100 meters too long today. Ça montre bien qu'il a eu de la misère à jauger de son allure. Je vais faire une hypothèse qui rejoint exactement ce qu'Alice Finot a dit dans notre podcast. Et la performance, c'est pas que le physique, mais c'est aussi être aligné avec soi, bien se connaître, faire ce qui nous ressemble et pas se faire happer en fait par l'objectif final. Et au lieu de penser qu'à ça, il faut aussi se concentrer sur l'instant présent et est-ce que je suis en train de courir à ma manière. Je pense donc que Jacob, en portant trop d'attention à ses concurrents, notamment à Josh Kerr, s'est auto-saboté et a très mal exécuté son plan de course. Il est impossible de concentrer ses ressources mentales à la fois sur soi-même et sur l'extérieur. À mon avis, cette rivalité et la façon dont il l'a gérée surtout l'ont conduit au mur. D'ailleurs, lors de la conférence de presse d'après-course, Hawker et Nuguse, ils ont reconnu que l'énorme pression médiatique qui pesait sur Josh et Jacob avait sûrement joué en leur faveur. There's a lot of pressure already going into just it being the Olympics, but to have a lot more just on those two just kind of helps just mentally. Like there's not a ton of expectations for me to perform. I know I still think both me and Cole thought like we could go win this race, and like no matter what was being said that
you're going to go for it because it's the Olympics and why not. Après, il faut reconnaître le panache de Jacob d'avoir tenté de remporter ce qui est peut-être le 1500 le plus relevé de la décennie, en partant sur un rythme de record du monde et en menant jusqu'aux 1400 mètres. Sans cette audace, la finale olympique n'aurait pas eu la même saveur et tous ces records personnels, nationaux et olympiques ne seraient jamais tombés. D'ailleurs, c'est drôle de voir à quel point Jacob sort d'une certaine façon gagnant de cette histoire parce qu'au final, on parle énormément de lui malgré sa 4e place. Ce qui est certain, c'est que le niveau mondial sur 1500 mètres a passé un cap. Il faut admettre que l'influence de la philosophie norvégienne, dont Jacob a été le représentant, y a sûrement contribué. Je pense que le haut niveau a compris qu'il faut à la fois un système aérobie ultra efficace pour performer sur 1500, ainsi qu'une vitesse pure très élevée dans le dernier tour pour espérer décrocher une médaille. On le voit notamment avec Josh Kerr, qui malgré ses prédispositions pour la vitesse, a beaucoup travaillé son endurance, comme en témoigne son semi-marathon en 61 minutes 51 en décembre dernier. Ça prouve qu'il travaillait ses points faibles. Pareil pour Hawker, qui a vraiment bossé son 5000 mètres pour passer sous les 13 minutes, l'endurance qui lui manquait peut-être pour exploiter toute sa vitesse dans le dernier 100 mètres, parce que pour Hawker, son kick, ça a toujours été sa force. I've always kind of had a good finish most of my running career, back to grade school, but... Et tout cela montre qu'il n'existe pas une seule philosophie pour être le meilleur. Même si la philosophie norvégienne elle a fait ses preuves, avec Jacob notamment, mais aussi tous ses frères et les dizaines de coureurs pour qui ça a marché, c'est aussi possible qu'elle ait ses limites. Les résultats de cette finale démontrent qu'on peut réussir en utilisant d'autres modèles d'entraînement. Je pense que le modèle norvégien, il doit être considéré comme un outil parmi d'autres. Un dernier élément que j'ai pas mentionné, mais qui pourrait expliquer en partie l'erreur de Jacob, c'est l'ambiance complètement barjo dans ce Stade de France. J'ai eu la chance d'être présent au stade à 2 reprises et je sais pas ce que les Français ont mangé, mais l'atmosphère elle était malade. La foule hurlait à chaque tour de piste, j'imagine même pas comment tu peux te concentrer sur ta course dans ces conditions. En ajoutant à ça la pression d'une finale olympique, c'est facile de comprendre comment certains athlètes peuvent sortir de leur zone. Et d'ailleurs, de nombreux athlètes olympiques ont déclaré que c'était l'une des ambiances les plus folles dans laquelle ils aient jamais couru. The crowd was electric, and so it's difficult to internalize pace. Voilà, une petite fierté pour nous les Français. Avant de vous laisser, j'aimerais vous partager rapidement les 3 leçons que j'ai tirées de cette course. Alors premièrement, faut pas sous-estimer l'importance du psychologique, jamais. Même si vous êtes à 100% physiquement, si le mental ne suit pas, c'est impossible de performer à son meilleur. Que ce soit chez les pros ou les amateurs, les pressions extérieures, elles ont un gros impact. Ça montre que trop se focaliser sur des facteurs incontrôlables, comme les concurrents ou les réseaux sociaux, ça peut nuire aux performances. L'essentiel, c'est de rester concentré sur sa propre course et se dire que c'est juste de la course. Ensuite, super important de bien exécuter sa stratégie le jour de la course et de savoir l'adapter en fonction des circonstances. Les erreurs de pacing, les erreurs d'allure, c'est ce qu'il y a de plus fréquent et c'est ce que je combats le plus chez mes propres athlètes. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Et finalement, même les meilleurs athlètes continuent de travailler sur leurs points faibles. Josh Kerr a amélioré son endurance, Cole Hawker a travaillé son 5000 mètres pour potentialiser son kick. C'est pour cette raison aussi que j'ai fait beaucoup de pistes ces derniers mois, parce que c'est quelque chose que je travaille presque jamais. Mais ça, si vous voulez, on s'en reparlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Runwise. Ciao les machines.